À ce nouveau rendez-vous des cafés préhistoire au musée de l'Aurignacien. Ce soir, nous accueillons avec un grand plaisir Michel Barbaza. Michel Barbaza est professeur émérite de préhistoire de l'université de Toulouse Jean Jaurès et membre du laboratoire TRACE. Il a dirigé et a participé à de nombreuses fouilles archéologiques en Occitanie et en Europe occidentale. Il a également consacré une part importante de son travail de recherche à l'étude de l'art rupestre saharien. Ce soir, Michel Barbaza vient donc nous parler d'Émile Cartaillac et de son mea culpa d'un sceptique. Dans la droite ligne de l'esprit des Lumières, plusieurs personnages se sont penchés sur l'histoire de la nature et de la place de l'homme. L'œuvre d'Émile Cartaillac est une des plus remarquables illustrations. La présentation de ce soir s'arrête sur son mea culpa d'un sceptique, avant de revenir sur Altamira et ses peintures découvertes en 1879. Il s'agit d'une mise en perspective des théories du XIXe qui mèneront progressivement la reconnaissance d'art pariétal monumental paléolithique. À la suite de cette conférence, et comme à l'accoutumée au musée, un temps de convivialité vous sera proposé avec notre invité de ce soir. Et je m'efface et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Sébastien Marzin de cette invitation à venir m'exprimer dans ce temple de la préhistoire et surtout à proximité d'un lieu saint, quoi, pour rester un peu dans, comment dire, dans la tonalité induite par le mea culpa. Mea culpa, mais la maxime culpa. Nous y reviendrons, bien évidemment. Pour commencer, cette photo que j'aime beaucoup, je vous dirai enfin, rapidement pourquoi, parce que j'ai acheté l'original sur les allées Jules Guesde, vous savez, ça a changé, dans une brocante. Hein. Il y avait Cartaillac, là, un samedi matin, il faisait très froid, c'était l'hiver, il y avait un rayon de soleil, et Émile Cartaillac m'a littéralement appelé, alors je l'ai acheté pour une bouchée de pain. Bon, j'en ai fait cadeau, bon, peu importe. Donc j'aime beaucoup ce portrait qui est dû à sa fille, Madeleine, après la mort de son père, après la mort d'Émile. Alors je l'aime bien parce que c'est une synthèse en quelque sorte. Nous verrons plus tard, à la fin, comment, enfin, Émile Cartaillac, vieux, âgé, bon, ben, comme tout le monde, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas du tout ça, c'est une forme idéalisée. On sent un homme bon, on sent un homme ouvert, avec ce regard lumineux, je projette évidemment, mais on le sent dans ce portrait. Bon, je vous parlerai d'Émile Cartaillac, bien sûr, parce qu'il est au centre de notre problème, mais pas uniquement. Et comme l'a dit Sébastien Marzin, c'est l'histoire des idées qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est tout le 19e siècle, dans le fond, qui m'intéresse. Comment on est arrivé là? Comment on est arrivé à ce mea culpa d'un sceptique? Les circonstances de ce travail. Il faut remonter très loin en arrière. J'avais été invité d'ailleurs ici par Joël Arche pour vous parler bon, on en fait allusion, pour vous parler du Sahara, de l'art saharien, qui est au cœur, au centre de mes préoccupations intellectuelles actuelles. Elles vont faire l'objet d'une publication, j'y travaille, disons, tous les jours, mais il y a eu une parenthèse dans le temps. La parenthèse, c'est le mea culpa d'un sceptique. Pourquoi? Tout simplement parce que nous nous trouvions dans les années 2019-2020, à un moment où Jean-Marie Paillet, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est professeur d'histoire ancienne, me posait la question abrupte comme ça, et à Toulouse, en parlant de cette collection, hein, nous y reviendrons, en parlant de la collection, cette année-là à Toulouse, et en préhistoire, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, cette année-là à Toulouse en préhistoire, une année. Et à Toulouse, bon, il y a vraiment peu de choses. J'ai dit, écoute, moi, il n'y a rien, je ne vois rien. Puis en y réfléchissant, j'ai dit, si tu t'adresses à Jean Vaquer, qui est le néolithicien bien connu, qui est spécialiste du Chassin, entre autres, j'ai dit, tu t'adresses à Jean Vaquer, à partir des sites de Saint-Michel-du-Touche, etc., enfin de la proche banlieue de Toulouse, il doit pouvoir faire quelque chose. Et effectivement, il a contribué à un des volumes de cette collection qui, bon, cette année-là, à Toulouse, qui recense les événements toulousains, année après année, et la collection s'étend. Bernard Séden, qui est ici présent, qui est l'éditeur, me dit que sa collection s'étend à Nantes, je ne sais plus, à Lyon également, etc. Donc c'est un petit volume, mais c'est quand même très intéressant parce que c'est un événement. Et alors, à partir de ce moment-là, comment dire, pas ma jalousie, parce que Jean Vaquer est vraiment un ami, mais enfin, j'ai senti le besoin express de participer à cette série, d'avoir
j'avais fini la rédaction de ce travail sur le Sahara central, et donc je me trouvais un peu, pas désœuvré, mais enfin j'avais besoin de m'investir dans autre chose. Et c'est à ce moment-là, avec le Covid, j'étais chez moi, enfin dans les Hautes-Corbières, puisque je suis originaire de l'Aude, avec toute ma bibliothèque. Et j'ai dit, bon, ben, à ce moment-là, je vais essayer, ne pouvant pas entrer directement dans la préhistoire, faire entrer la préhistoire dans la collection, on peut passer peut-être, là, voilà, cette année-là à Toulouse, ne pouvant pas entrer directement dans cette collection avec mon peu de préhistoire, j'ai inversé le problème, j'ai dit, on va y entrer quand même, et j'ai soumis au directeur de cette collection, qui est Didier Foucault, un collègue de l'université, et bien sûr à l'éditeur Bernard Séden, ici présent, j'ai proposé de parler d'Émile Cartaillac et de 1902, le mea culpa d'un sceptique. Tous les étudiants savent ça. C'est pas, savent la place que occupe ce mea culpa, ce travail sur lui-même effectué par Émile Cartaillac dans la reconnaissance de l'art paléolithique, de l'art pariétal, de l'art monumental paléolithique. Alors bon, on peut se poser tout un tas de questions, évidemment, à partir de là. C'est ce que nous essaierons de voir successivement. Tout d'abord, qui est Émile Cartaillac? Alors bon, Émile Cartaillac, il est né à Marseille en 1845, il vient à Toulouse à l'âge de 15 ans, donc 1860, il est au lycée de la ville, qui deviendra le lycée Pierre de Fermat, il fait des études variantes, bon, très bien, et il y a une rue qui est à côté de Saint-Cernin, on voit Saint-Cernin, c'est la rue que l'on voit, juste à côté, entre Saint-Cernin, disons, et le musée Saint-Raymond. Bon, et la rue Émile Cartaillac, j'adore la plaque en occitan qui nous montre la graphie, l'orthographie, avec LH, comme dans Zorignac, avec NH, le LH, le H est volant pour le mieux, bon, de Cartaillac. Très bien. Voilà Cartaillac, donc, qui devient toulousain et qui fait une brillante carrière. Alors je vais le passer, voilà, assez rapidement. Les études de droit, il devient licencié, il devient avoué, c'est une profession qui n'existe plus maintenant, qui a été confondue avec celle d'avocat. Bon, il se répartissait les rôles, l'avocat plaidait, l'avoué traitait les affaires plutôt commerciales, mais ça ne l'intéresse vraiment pas. Sa famille a une aisance certaine, qui lui permet de ne rien faire, de vivre de ses rentes. Et donc il abandonne sa carrière très rapidement, sa carrière d'avoué, mais il entreprend très précocement, en 1866, il crée le bulletin de la société d'archéologie du Midi de la France. Donc à 21 ans, il faut le faire. La même année, enfin l'année suivante, en 1867, il participe aux côtés d'Eugène Eugène Trutat, il participe à l'aménagement du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, et aux côtés donc la même année. Et là, c'est vraiment, je vous donnerai l'explication, il assiste Gabriel de Mortillier. Alors nous reparlerons, n'ayez pas peur de Gabriel de Mortillier, c'est un personnage, même s'il n'est pas aimé des spécialistes de l'Aurignacien, et je vous dirai pourquoi, il assiste Gabriel de Mortillier au musée impérial des Antiquités nationales de Saint-Germain-en-Laye, et la même année, en 1867, il participe à l'aménagement aux côtés de Gabriel de Mortillier, qui est son mentor, c'est le rôle là tout à fait important, qui est son mentor, dont il participe à l'exposition universelle de Paris, qui est consacrée à l'histoire du travail. Alors on voit quelques images ici en bas, tout à fait à gauche, vous avez le bulletin, un des premiers bulletins de la Société archéologique du Midi de la France, la société existait, mais lui crée le bulletin pour diffuser les connaissances. Et c'est d'ailleurs ce rôle tout à fait important qu'il va tenir tout au long de sa carrière de diffuseur, de propagation, de facilitateur des connaissances en archéologie en général, en préhistoire en particulier. À côté, vous avez là une vue de l'ancienne galerie du Muséum de Toulouse, du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui est la galerie de préhistoire, qui n'existe plus.
moi, personnellement, bon, il y a certainement des raisons pour cela. Moi, personnellement, je le regrette, puisque maintenant c'est la bibliothèque, mais qui porte toujours le nom de Galerie Cartaillac. Bon, c'est un souvenir. Mais il travaille là, il a 21, 22 ans. Hein. Il faut voir. Et là, j'ai mis pour mémoire, tout à fait à droite en bas, l'inauguration du musée de Saint-Germain-en-Laye, le musée des Antiquités nationales, actuellement musée d'archéologie nationale, par Napoléon III, donc le 12 mai 1867. Et vous avez des vues de Cartaillac. Vous avez remarqué, et je ne vais pas revenir en arrière, mais j'ai jalonné mon propos et la présentation de portraits, d'images, quand c'était opportun, d'Émile Cartaillac, afin de rythmer en quelque sorte la chronologie. Hein. Vous allez le voir tantôt, là, il est étudiant, puis ensuite, 1867, quand il s'affirme à l'âge de 21-22 ans, et on le verra vieillir ainsi, comme ça permettra de suivre la chronologie de la carrière d'Émile Cartaillac. Bon, l'exposition universelle de Paris, 1867, il commet un fascicule dans lequel il traite des civilisations primitives. Hein. Il n'est pas simplement, un aide occasionnelle de deuxième ordre. Il participe réellement à cette exposition universelle au pluriel, qui vont rythmer la fin du 19e siècle. Il y en a une tous les 11 ans, 1867, 1878, 1889, le centenaire de la Révolution, c'est celle, nous verrons les affiches, c'est celle de la Tour Eiffel. 1900 également, puis ensuite il faut attendre 1931 avec l'exposition coloniale. Non, autre chose. C'est plus l'exposition universelle, ça devient l'exposition coloniale. C'est quand même très significatif, mais nous reviendrons à cela. Bon, alors là, ça marche maintenant, ça. Oh, ça marche plus. Comment je fais ? Ah, oui, voilà, bon. Donc, je continue rapidement à vous exposer la carrière d'Émile Cartaillac. Je crois que j'ai sauté une... Voilà. Là, donc, j'étais en 1867. En 1869, il rachète à Gabriel de Mortillet, je vous en ai déjà parlé, mais j'y reviendrai, une revue importante, Les matériaux pour une histoire positive, retenez bien, positive et philosophique de l'homme, hein, qui caractérisait la pensée de Gabriel de Mortillet, nous y reviendrons. Et il transforme cela, matériaux pour une histoire primitive et naturelle. Il y a un changement là de concept, en quelque sorte, de paradigme. Il l'achète pour 2000 francs or. Et mes collègues historiens, moi, bon, je suis pas historien, mais j'ai fait des études d'histoire, mais enfin, je ne vois pas trop ce que représente 2000 francs or. Et mes collègues historiens ont dit, c'est une somme rondelette quand même. Hein. Et bon, le sens des affaires était toujours là, et on a les deux couvertures, en quelque sorte, les matériaux de Gabriel de Mortillet, toujours les matériaux, on les appelait comme ça, les matériaux, mais le contenu, y compris de l'intitulé, était différent. Bon, alors, poursuivons la carrière d'Émile Cartaillac assez rapidement. 1883-1888, il entre à la faculté des sciences de Toulouse pour un cours libre d'anthropologie. Il le fait à titre gracieux, mais il est assez mal reçu par ses collègues par accro d'une certaine façon. Il n'est pas issu du sérail, c'est pas un scientifique œuvré, c'est un juriste qui se mêle de faire des cours gratuits, etc. Il est mal à l'aise, il continue pendant quelques années, mais ensuite il cesse ses cours à la faculté des sciences. Entre-temps, il est élu en 1888 avec le plus de voix de l'ensemble des conseillers municipaux à la mairie de Toulouse. On lui propose la place de maire, mais il décline évidemment, il a d'autres intérêts. Ses intérêts, c'est l'archéologie évidemment. Mais il renouvelle sa tentative de cours public. Hein, vous avez l'affiche à côté, les cours publics en 1893, donc 10 ans après ses débuts, les cours d'anthropologie préhistorique à la faculté des lettres de Toulouse, enseignement qui n'a pas cessé depuis. J'ai été un des segments de cet enseignement. Actuellement, c'est mon ami et collègue François Bon qui continue. Bon, ben, enfin, il y a toute une suite de personnages. Je rêvais d'ailleurs de faire l'histoire de la chaire de préhistoire à l'université de Toulouse. Bon,
pourquoi pas. Bon, mais enfin, il y a des disparus qui sont actuellement irremplaçables et il me manquerait certains chaînons là-dedans. Mais enfin, ça serait quand même intéressant. Non pas parce que j'ai participé comme maillon à cette chaîne, mais enfin, bon, pourquoi pas, j'ai pas honte de mon travail. Bon, voilà la carrière. Donc, on était 1893, 1902, le mea culpa d'un sceptique, et ensuite il est président de la Société archéologique du Midi de la France. Voilà pour Cartaillac, en gros, sa carrière, qui est tout à fait intéressante et tout à fait importante. Alors, 1902, le mea culpa d'un sceptique, les cavernes ornées de dessins, la grotte d'Altamira, Espagne, mea culpa d'un sceptique, donc voilà le titre. Alors, là, j'ai été un peu gêné quand j'ai pris ça, parce que j'étais persuadé que Cartaillac toulousain, j'étais persuadé que ça avait été tenu, ce texte avait été lu et tenu et défendu à Toulouse. Non, c'est à Montauban. Alors j'étais un peu gêné lorsque Didier Foucault, qui est historien de formation, qui est membre de l'Académie des sciences et belles-lettres de Toulouse, inscription et belles-lettres de Toulouse, m'a dit, mais tu sais, le discours, le mea culpa d'un sceptique a été défendu auparavant devant l'Académie des sciences le 12 décembre 1901, et c'est le même texte, quasiment, l'introduction change un peu, mais il a repris les mêmes choses. Alors, et ça a été lu à Toulouse, ça a été fait à Toulouse, et publié en 1902, comme le montre ici en bas, Toulouse Imprimerie, etc. 1902, donc on peut contenir l'un dans l'autre, avec une petite approximation, avec un zigzag, on peut considérer que nous sommes bien à Toulouse, cette année-là à Toulouse, avec le mea culpa d'un sceptique. Très bien. Bon, voilà. Cartaillac, vous voyez, il a changé. Hein. J'ai essayé de recueillir toutes les représentations, tous les portraits, toutes les photos ensuite d'Émile Cartaillac. Alors, voilà. Alors, je suis désolé, hein, évidemment, le texte, c'est toujours gênant d'avoir du texte, mais nous faisons de l'histoire. Hein. C'est une incursion d'un préhistorien dans l'histoire. Et l'histoire se fait. C'est pas mes collègues historiens qui apporteront un démenti, l'histoire se fait aussi par les textes. Alors, bon, voilà ce qu'il écrit. Dans nos cavernes, nous étions comme hypnotisés par le sol. Nous étions sans cesse et uniquement préoccupés du contenu des remblais. Nous ne songions pas à voir si les surfaces de nos galeries n'avaient pas des dessins comme ceux des cavernes australiennes. Tiens, 1902, il faut se rappeler que Lévi-Brûle, que Durkheim, que Salomon Arenac, ce sont des anthropologues, des ethnologues, on dirait maintenant, qui rentrent justement, pour les deux premiers, qui rentrent d'Australie, qui ont vécu également le Transvaal, c'était en Afrique du Sud. Bon, l'Amérique, c'est autre chose. Donc, dans quelques cavernes australiennes, 1902, du Transvaal et d'Amérique. Or, ces dessins existent. Nous sommes toujours en 1902. Et nous avons, en outre, d'étranges peintures, œuvre incontestable de l'homme paléolithique. Il y a plus de 20 ans qu'un confrère espagnol est signalé à notre attention dans une grotte de son pays. Sa découverte ne fut pas comprise et j'ai le regret de ne pas lui avoir donné dans mes publications le retentissement qu'elle méritait. Mon scepticisme fut partagé et il n'est tombé que récemment devant un ensemble de faits nouveaux. Alors récemment, j'ai eu un petit échange avec une collègue espagnole qui me dit oui, alors qu'elle avait vu l'affiche certainement dans Facebook de mon intervention, là, devant vous aujourd'hui, elle me dit oui, vous défendez Cartaillac, mais Cartaillac, il a mis 20 ans à le reconnaître. Oui, d'accord, c'est vrai. Il n'a pas été seul à engendrer ce retard, ce décalage, bien sûr. Mais lui a eu le courage de reconnaître son erreur. C'est-à-dire que scientifiquement, il y a peu de gens qui sont capables d'un tel acte de contrition, il faut l'appeler comme ça, de reconnaître ses erreurs, parce que c'était manifeste. Parce qu'on ne pouvait plus faire autrement, nous allons le voir ensuite. Nous allons le voir par la suite. Bon, alors, c'est pour n'avoir pas réfléchi à cela que je suis complice d'une erreur commise il y a 20 ans, d'une injustice qu'il faut avouer nettement et réparer. Et c'est ce qu'il fait, évidemment, dans ce mea culpa. Il faut s'incliner devant la réalité d'un fait, et je dois, pour ce qui me concerne, faire amende honorable à M. de Sautiola. Alors, donc, là, maintenant, nous changeons de personnage, et nous passons dans le mea culpa. Il présente un personnage nouveau, Marcelino de Sautiola, qui est un Espagnol, le voilà, qui a visité en 1878 la deuxième, enfin, qui nous concerne, il y en a eu, enfin, ce sera la troisième, dans le...
l'exposition universelle 1878, il le visite et il voit les objets d'art, le mobilier d'art orné dans cette exposition consacrée à l'histoire des techniques, pour lequel, d'ailleurs, au cours de laquelle Émile Cartaillac, vous voyez tout à fait à droite, a reçu une médaille d'argent, je crois, pour sa participation bénévole. Bon, alors, il y a une collection, et lui, Marcelino de Sotola, voilà, fait des fouilles au même moment. Il s'intéresse aux objets préhistoriques de l'exposition, mais il fait des fouilles dans une cavité dite, au lieu dit, Altamira, en espagnol, du côté de Santillana de Mar, qui est pas non loin de Santander, donc disons, dans la province de Cantabrie, dans le nord de l'Espagne. Alors j'ai mis en bas à gauche la petite Maria, c'est elle qui reconnaît les peintures. C'est elle qui signale à son père, Padre mira los toros, il dit, regarde les taureaux qui sont au plafond. Et alors ce qui est étonnant, c'est que même là, même avec le recul, aujourd'hui, avec ce que nous voyons avec les gens qui font des relevés d'art préhistoriques, mais voilà le relevé que dresse Marcelino de Sautuola du plafond d'Altamira. C'est absolument avec les moyens, au crayon, évidemment, il crayonne, mais enfin, c'est un relevé très, très fidèle, très, 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 très reconnaissant. Et il le publie en 1880 dans une revue, intitulée, dans un petit fascicule, Breves apuntos sobre algunos objetos, etc. Bon, c'est publié, 1880. Et c'est là que le scandale explose, que la controverse naît, la controverse d'Altamira, en quelque sorte. Bon, j'ai du mal avec... Voilà. Attendez, est-ce que c'est la suite ou pas? J'ai peur d'aller trop vite. Oui, voilà. Là, la controverse qui naît. Inutile d'insister sur mes impressions à la vue des dessins de Sautola, ce que vous venez de voir. Il y en a quelques-uns d'autres, mais enfin, c'est le principal. Le plafond, c'est le principal. C'était absolument nouveau, étrange au plus haut point. Je pris conseil. Devinez. Auprès de Gabriel de Mortillet, on va voir. Une influence qui a été souvent plus heureuse, il écrit en 1902, m'induisait bien vite un scepticisme. Prenez garde, on veut jouer un tour aux préhistoriens français, m'écrivait-on. Méfiez-vous des cléricaux espagnols, et je me méfiais. Alors, Gabriel de Mortillet, on le dira, a été éduqué, a suivi les cours du petit séminaire. Il est violemment, si, au moins dans les paroles, pas physiquement, mais enfin anticlérical. Et méfiez-vous, les cléricaux, on veut vous mystifier, on veut vous entraîner dans une affaire qui va discréditer complètement, et on va entrer dans ce débat, disons un débat qui risque de discréditer complètement les préhistoriens français, la préhistoire, la recherche, la science française. Et je me méfiais, dit Cartaillac. Très bien. Alors, il missionne. Cartaillac, c'est déjà une autorité. Hein. Lui et d'autres, mais lui en particulier, missionne un ingénieur, un polytechnicien du nom d'Émile Harlé, vous l'avez ici. Il missionne donc en 1880-81 Harlé pour faire une expertise en quelque sorte pour évaluer Altamira. Et il adresse à Émile Cartaillac, vous avez en bas en bleu la lettre que Émile Harlé écrit à Émile Cartaillac, lettre dont j'ai extrait, bon, je ne vais pas vous lire la totalité, j'ai écrit à M. Sautola, etc. Et il énumère un certain nombre de points qu'il devra mener à bien, qu'il devra réaliser dans son déplacement à Altamira. Examinez si les dessins représentent le mammouth, le renne, le saïga, l'homme, les armes, etc. 11e point, reproduire les dessins. Il serait cependant dangereux de calquer la plupart des dessins en les effaçant. Ça, cette histoire d'effacement, et il conclut mes considérations très distinguées, Émile Harlé, donc lettre adressée à Émile Cartaillac, et il part à Altamira, il examine les dessins. Au début, quand on regarde un peu plus en détail que ce que je peux le faire aujourd'hui, on s'aperçoit que Émile Harlé n'est pas forcément très défavorable, mais lui aussi certainement subit
la pression morale, en quelque sorte, l'opprobre qui règne sur la découverte de cet auto-là. Alors, il écrit un rapport qui est publié dans les matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'homme de Cartaillac, en 1881, la même année, et il écrit, c'est tout à fait fabuleux. Bon, ça, ce sont les dessins dont il accompagne son rapport écrit. Le plafond n'est pas noirci. Ah. Pourquoi des dessins auraient-ils subsisté alors que toute trace de la fumée des foyers a disparu, écrit-il. On doit conclure, pour tous les dessins, et surtout pour ceux dont l'exécution a exigé le plus de temps, qu'ils datent d'une époque où l'éclairage était très, très perfectionné. Bon, cette histoire de fumée au plafond, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Bon, presque partout, la peinture peut s'enlever avec le doigt. Ça rappelle un peu, c'est surréaliste, c'est un jeu de mots, la mésaventure d'André Breton à Pêche-Mer de Cabaret qui a effacé, bon, enfin, peu importe, c'est simplement une association qui se crée à l'instant dans mon cerveau. Les bœufs étant munis d'une bosse, devraient avoir tous les caractères de l'auroch. L'auteur des peintures n'a donc jamais vu d'auroch. Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que Harlay n'a jamais vu de bison. Parce que ce n'est pas des aurochs, évidemment. Ce sont des bisons. Mais le bison, l'idée de bison, pourtant, il en existe quand même sur l'art mobilier. Mais Harlay, bon, il était ingénieur des chemins de fer, etc. Il avait peut-être d'autres problèmes dans la tête, etc. Enfin, et que savoir si c'était des bisons ou pas. Mais enfin, voilà ce qu'il dit. Alors donc, il conclut, je crois avoir démontré que les belles peintures du plafond sont fort récentes. Terminées, 1881, terminé, Altamira est condamné. Alors quand on regarde ensuite, on prend la peine de regarder les publications, notamment d'Émile Cartaillac, qui joue de plus en plus ce rôle de passeur de connaissances, qui est partout, il n'a que ça à faire, hein, il fait tous les congrès, bon, je vous en passe, c'est des meilleurs. 1880, le congrès d'anthropologie, d'archéologie, de préhistoire, les congrès de Lisbonne, d'Espagne et du Portugal qui se tiennent à Lisbonne, il n'y a rien sur Altamira. Ça passe comme rien. Inconnu. Hein. Alors, 80, 86, et ça continue comme ça jusqu'en 1902, hein, pratiquement. Alors, comment peut-on admettre, là, dans les années 1880, comment peut-on admettre ce déni dans un tel contexte, sachant, je passe vite, en 1834, les premières découvertes au Chaffaut avec ces biches, c'est bien connu, mais qui figurent aux expositions de 1867 et 1878. Et en même temps, figurent dans ces expositions un certain nombre d'objets d'art qui ont été trouvés, on va en voir un certain nombre, vous les connaissez. C'est rejeté complètement Altamira et a priori incompréhensible. On essaiera de décrypter ça. Incompréhensible alors que l'art mobilier était connu depuis au moins une vingtaine d'années, même certainement davantage, mais était bien connu, quoi, bien connu. Bon, voilà, alors donc les personnages qui sont au centre de cette affaire, enfin qui sont la cause de cette affaire d'art mobilier, ce sont des personnages que vous connaissez bien. J'ai parcouru, si vous parcourez le musée, vous l'avez fait, et vous apercevez, on parle de l'Arte, évidemment, des travaux de l'Arte ici ou là. L'Arte avec son compère Christie, qui est un antiquaire qui finance en quelque sorte les travaux de l'Arte. L'Arte, on y reviendra rapidement peut-être, je ne sais pas, lui aussi c'est un juriste de formation, mais il s'intéresse très rapidement à l'anthropologie, il fait des fouilles dans son Gers natal, à 500, où il découvre un singe fossile qui fait sa célébrité. Et il continue ses recherches à droite à gauche, il parcourt un certain nombre de grottes des Pyrénées. Moi, j'ai fouillé pendant 20 ans dans les Hautes-Pyrénées, dans la grotte de Troubat, et je sais, j'en parlais tout à l'heure, il y a un sondage, enfin, c'est pas lui, il n'a pas tout fait seul, hein, mais enfin, il l'a fait faire. Il a fait un sondage en escargotière, il n'a pas eu de bol parce qu'il aurait continué de 10 cm. Il tombait sur les Iliens, et à ce moment-là, c'est la face enfin, ça n'aurait rien changé du tout, mais les appellations auraient complètement changé. Alors donc, il publie des objets qui sont trouvés bien avant à Massat, hein, l'Arte, bon, après le Gers, il fouille à Massat. Bien sûr, il vient à Aurignac, et cette proximité Massat, ensuite qu'il couple avec la Madeleine, en Périgord, et Aurignac, cette liaison-là va jouer, sachant que
l'Arte, qui est vieillissant à l'occasion de l'exposition, à la préparation de l'exposition de 1867, l'Arte a pour secrétaire, pour aide, Gabriel de Mortillet. Et il y a en quelque sorte, je ne veux pas faire de la psychanalyse comme ça, gratuitement, enfin, à partir de rien, j'en sais rien, je n'ai pas épluché leur correspondance, j'en sais rien. Mais il y a eu comme une osmose, comme un passage de l'un à l'autre, il y a une proximité. Alors, bon, évidemment, voilà les objets d'art, hein, indubitables, avec des mammouths, ceux de l'Augerie Haute, de la Madeleine, avec le fameux ours de Massat, avec le bison qui se lèche le flanc, et d'autres, comme par exemple la Bruniquel. C'est de la même âge. Hein. Dans les années qui suivent, dans les années 80, c'est Piette qui prend le relais au Mas d'Asile, avec ses magnifiques ronde-bosses d'un cheval hennissant, de chevaux aux 3 âges de la vie, le petit cheval qui est une pure merveille, une pure sculpture en ronde-bosse d'une grotte de Lourdes, avec, bon, etc. Bon, on connaît bien. Et j'ai mis un grand point d'interrogation. Comment peut-on arriver à refuser catégoriquement, absolument, de reconnaître Altamira, alors qu'il y a là autant d'œuvres d'art qui montrent bien pour nous, mais quand moi j'y ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, essayons d'aller plus loin dans tout cela. Alors, il s'agit maintenant de prendre du recul, hein, de prendre tout le 19e siècle pour essayer un peu, et même peut-être un peu avant, nous verrons ça, pour comprendre un peu ce qui se passe là. Alors bon, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous infliger un discours sur chacun de ces personnages. J'ai opposé les rationalistes avec ensuite les créationnistes. Bon, les rationalistes, les philosophes, bon, je mettrai à part Auguste Comte, ici, j'en parlerai un peu, parce que c'est, rappelez-vous, le matériau pour l'histoire positive, hein, c'est le positivisme, cher au XIXe siècle, et qui relève de la philosophie d'Auguste Comte. Je vous parlerai un peu plus en détail, parce qu'eux, ils se sont intéressés à l'histoire de la Terre et à l'histoire de l'homme. À Buffon, ensuite à Condorcet, j'ai oublié le nom, à Lamarck et à Darwin. Hein, voilà les personnages clés. Bon, ensuite, évidemment, ils ne sortent pas du néant comme ça, hein, ils ne sortent pas du néant, mais il faut l'avoir en arrière-plan. D'abord, dans ces naturalistes, Buffon. Georges Leclerc, comte de Buffon, qui est un naturaliste, qui travaille sur la faune, sur la flore, etc. Bon, ça, je le mets de côté, c'est intéressant, mais qui également s'intéresse à l'histoire naturelle, générale et particulière, cabinet du roi, et on voit là-bas les théories de la Terre. Alors, c'est le tome 1, mais qui est paru bien après le tome 10. Hein. Bon, peu importe, il ne les a pas écrits dans l'ordre, mais l'histoire de la Terre, l'histoire naturelle de la Terre, l'importe au plus haut point. Alors, il fait des expériences dans ces forges, dans ces fameuses forges de Buffon, où il coule de la fonte, il fait de l'expérimentation, etc. Il y a des réalisations qui sont connues, qui sont célèbres, mais elles sont, bon, laissons-les de côté. Mais il se livre à une expérience qui consiste à chauffer des sphères de métal, de fer ou de fonte, et de calculer le temps de refroidissement et par extrapolation d'arriver à un âge de refroidissement approximatif de la Terre. Et il arrive à une date qui est faramineuse de 1 million d'années. Alors imaginez en 1800, enfin à la fin du XVIIIe siècle, 1 million d'années, non, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut. Bon, on lui dit non, il n'ose pas en plus, et il ramène à 70 000 ans. Mais déjà c'est beaucoup trop, et donc ces travaux-là passent sous silence. Mais enfin, déjà il avance des dates qui sont très importantes, très intéressantes. Le deuxième, c'est Condorcet. Alors, il a toutes mes... Condorcet, qui est un mathématicien, philosophe, hein, ils sont les deux, mais c'est un mathématicien, un statisticien, qui travaille au cabinet de Turgot, qui est ministre de Louis XVI, pour les finances du royaume. Vous savez, les problèmes liés à cette fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, les finances qui vont ensuite, ce problème des finances qui vont causer la révolution, qui sont à l'origine, entre autres, de la révolution. Alors, bon, Condorcet
est élu à l'Assemblée législative et il siège sur les bancs des Girondins. Hein, c'est un modéré, bien sûr. Bon. Il siège sur les bancs des Girondins, 92-93, mais ensuite, à la fin 93, les temps se durcissent, c'est la Convention, c'est la terreur, 93, et en 94, il est pourchassé, il se cache. Et il en profite pour écrire une esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain. On retrouve cette nuance positiviste. Et j'ai mis le cours en bas, Auguste Comte, le cours de philosophie positive. Auguste Comte reconnaît en Condorcet le précurseur du positivisme. Il le traite de littérateur, mais enfin quand même il le reconnaît comme, disons, sa source d'inspiration, les fondements de cela. Alors, il classe, je ne me souviens plus maintenant, et sans les lunettes, je ne le vois pas, je vais les mettre. Je ne me souviens plus. Alors les hommes, c'est en je l'ai mis en orangé, sont réunis un peu plats. Ils classent les âges de la Terre, les âges de l'humanité, les peuples pasteurs, et ensuite jusqu'à l'invention de l'écriture, bon, etc. Donc nous avons là quelque chose d'intéressant. Il se cache donc en 1794, il écrit ce texte qui paraît après sa mort. Il meurt dans des circonstances assez obscures d'ailleurs, et c'est fort regrettable. Enfin, c'est comme ça. Très bien, Lamarck. Alors là, Lamarck, c'est le scientifique le zoologue, qui établit le transformisme des espèces. Alors, on pourrait rentrer évidemment dans l'esprit de Lamarck. Il met au premier plan la théorie de transformation des espèces, des individus les uns dans les autres, la suite des individus, non pas le fixisme que certains prônent en même temps. Bon, il se trompe en avançant comme explication l'hérédité des caractères acquis. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. C'est pas parce que une girafe tire le cou que forcément sa descendance va avoir un cou un petit peu plus long. Ça marche pas comme ça. On sait très bien que, en fait, il y aura un autre personnage dont nous allons parler dans quelques secondes. C'est Darwin qui, lui, met en avant la sélection, c'est-à-dire l'adaptation de certains individus en fonction des données de l'environnement et par sélection naturelle. Le problème ne sera complètement évacué que lorsqu'on comprendra que la transmission se fait par mutation génétique, c'est la génétique en quelque sorte, que par mutation interne, et ensuite par sélection des individus qui sont les plus adaptés effectivement aux conditions de l'environnement. Mais enfin, il faut avoir recours à la génétique, et ce n'est pas encore à cette époque-là le moment de le faire. Alors Darwin, avec toujours l'évolutionnisme, avec la publication en 1859, l'origine des espèces, de l'origine des espèces par la sélection naturelle, c'est la traduction française, ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie, struggle for life, si vous préférez en anglais. Alors il y a c'est un mot, là-bas c'est le bouquin, l'édition originale en anglais bien dire, mais ce tableau-là, l'origine des espèces, il reprend le titre avec, on voit l'enchaînement des singes, etc., jusqu'au man, l'homme, le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan, etc. Et ce qui est intéressant également, je ne sais pas si j'y arrive, oui, ici, là, ça, cet engin-là, c'est-à-dire c'est tout simplement l'étude des embryons, l'embryologie en quelque sorte, qui nous montre que l'embryon est d'abord, nous allons le voir très rapidement, alors je crois que c'est après, pardon, j'y reviendrai après, j'y reviendrai avec la satire. Bon, voilà pour l'évolutionnisme, Bon, les choses sont dites ici, et nous en parlerons encore quelques instants. Les créationnistes, vis-à-vis, en opposition, alors j'ai mis là une Bible illustrée parce qu'il y a les 6 jours, il y eut la lumière, pardon, je l'ai perdu, que la lumière soit et la lumière fut, il y a eu un jour, il y a eu un matin, il y a eu un soir, etc., pendant 6 jours, jusqu'au 7e jour, où, à ce moment-là, Dieu se repose. Bon, voilà, c'est le créationnisme, une fois pour toutes, et on s'y tient. Alors, il y a des écrits, regardez les dates, 1879, par Monseigneur Mignan, le monde et l'homme primitif, selon la Bible. Bon, donc c'est le dogme. Il est évêque, il n'y a pas de problème. Plus intéressant, dans le fond, est le rôle joué
y compris pour nous, pour comprendre un peu, par l'abbé Amar, qui est un archéologue de terrain, et il connaît bien, et qui publie L'âge de la pierre et l'homme primitif. Le malheur pour ces personnages, et surtout pour l'abbé Amar, qui dans le fond serait presque sympathique, si d'une certaine façon il ne préfigurait pas d'une certaine façon d'intégrisme. Oui, d'intégrisme, absolu. C'est-à-dire qu'il veut faire entrer la réalité, l'histoire de la terre et de l'homme dans la Bible. Alors que la raison, et ça envoie des échos actuels, la raison c'est de faire entrer la Bible dans l'histoire de la terre, éventuellement, mais surtout de l'homme. Hein. C'est un document d'histoire, pas comme un autre, mais enfin qui est comme un autre, hein, qui date, qui a ses limites. C'est un texte qui est exploité, y compris par les historiens. Vous voyez le renversement. Je crois que c'est tout à fait intéressant. Bon, c'était un personnage, je l'ai mis, j'ai pas pu résister, mais la photographie est plus vaste. Je l'ai découpée, enfin je l'ai réduite, mais il pose à côté d'une statue qui vient d'extraire. Bon, enfin, je sais pas. Etc. Bon, donc, maintien de la chronologie biblique, la négation de l'hypothèse de l'évolution du vivant, bien sûr, ce que nous avons vu, la négation de l'évolution technologique des industries préhistoriques, et quant à l'homme de Néandertal, qui date, dont la découverte en Allemagne date de 1868, 58 ou 68, je confonds, 58 peut-être. Et c'est une forme pathologique. Bon, comme ça, hein, voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Alors, là, vous allez me dire, ce sont des religieux. Bon, très bien. Mais ce personnage-là, Léonce Élie de Beaumont, qui est contemporain de toutes ces histoires, fait partie également, lui aussi, des créationnistes. Alors, c'est pas n'importe qui, il est président. Il est, oui, secrétaire général de l'Académie des sciences. C'est un géologue, c'est un scientifique. Il a participé, c'est pour ça que je l'ai mis à côté, à l'élaboration de la carte géologique. Pas n'importe quoi, hein, la carte géologique de la France. Alors, bon, donc un personnage dont l'opinion pourrait marquer. Je ne crois pas que l'espèce humaine ait été contemporaine de l'Éléphas primigenius, c'est le mammouth. Hein. Je continue à partager à cet égard l'opinion de M. Cuvier. L'opinion de Cuvier est une création de génie, elle n'est pas détruite. Ah bon, Cuvier, il se plante complètement. Hein. Lamarck, autant Lamarck était intéressant, Cuvier, il dit tout et son contraire, et finalement, il rejette l'évolutionnisme, en quelque sorte. Bon, là, je passe sur l'autre texte, peu importe, qui montre une controverse avec un personnage important dont je n'ai pas parlé, mais qui est intéressant, M. de Quatrefages, Armand de Quatrefages, qui est professeur d'anthropologie à Paris, et qui est l'oncle de Cartaillac. J'aurais dû le dire tout à l'heure, c'est l'oncle de Cartaillac, et c'est lui, en quelque sorte, qui le pilote. C'était important de le rappeler à ce propos. Bon, voilà, donc, voilà, on revient avec nos vers, ici, avec la satire, évidemment intéressante. Regardez, alors, le chaos, ici, j'ai mis un moment à le déchiffrer, c'est le chaos, hein, le chaos, ici, puis hop, là, pardon. Alors, là, voilà, le chaos, et nous avons ici, dans ce chaos, nous avons ici les vers qui sortent, et puis ça se transforme doucement, les singes apparaissent, etc. Ah, regardez ce personnage tout à fait délicieux, celui-ci, il est pas mal. Quant à celui-là, bon, là, c'est l'anglais typique, évidemment, et on arrive à Darwin lui-même, c'est Darwin qui est caricaturé ici. Alors, je me suis interrogé ici, j'ai essayé de traduire, vous savez, des fois, ça, la nuit, bon, man is but a worm. Worm, c'est le ver. Alors, s'il y a des anglicistes distingués ici ou pas, enfin, plus que moi, de toute façon, qui m'aident à traduire ça, c'est intraduisible, on comprend ce que ça veut dire. Hein, l'homme n'est qu'un ver, je ne peux pas traduire mieux que ça en français, je ne sais pas, hein, l'homme n'est qu'un ver, mais bon, ça n'a pas le man is but a worm. C'est, bon, terrible. Comment? Oui, bon, vous pouvez, bon. Là, ça y est pas, plus, hein. L'homme est un ver. Bon, allez, on continue. Bon, alors, dans des publications satiriques, ici, Darwin qui descend de l'arbre, qui est un singe, Littré, ici et là, qui est un farouche défenseur, Littré, vous savez, du dictionnaire, qui est un farouche défenseur de l'évolutionnisme, évidemment, il est caricaturé puissamment. Puis là, c'est un choix, hein, parce qu'il y a davantage de journaux. Là, ce sont des journaux français que j'ai pris. Voilà, encore de la satire, Darwin, et à côté, là-bas, à droite, Cartaillac. On reconnaît Cartaillac, qui lui aussi en prend sa dose, hein, la guêpe.
Yep, le journal satirique illustré 1884. Hein, il faut chercher la date ici tout à fait en haut, mais enfin, c'est quand même important. 1884. Allez, on avance. Bon. Les esprits évoluent doucement. Hein, ça évolue doucement. Et à l'approche de l'exposition universelle de 1889, celle de la Tour Eiffel, les esprits ont évolué, mais dans le fond, on assimile les préhistoriques aux sauvages actuels. Hein. On les rapproche. Alors là, c'est une gravure allemande que j'ai retrouvée, je ne peux pas la situer. La date, oui, mais je ne peux pas situer la parution. Alors je l'ai repompée. Hein. Bon, moi, je ne fais pas du business avec ça. Hein. Mais enfin, on voit ici un préhistorique et ici un sauvage, un Indien, hein, d'Amérique, sans problème. L'Indien, bon, très bien. On les assimile. Ils sont pareils, hein, ils se soignent, on les assimile, c'est la même chose. On les interprète. On interprète les préhistoriques comme des sauvages de l'époque, 1889. Et là, c'est pareil, hein, c'est un journal, l'habitation humaine à l'exposition universelle de 1889. On s'aperçoit qu'on a un sauvage qui traite sa femme d'une certaine façon non correcte et qui en même temps picole sec. Bon, vous voyez, l'assimilation par l'approximation, par rapprochement de représentation, on voit comment cela fonctionne. Bon, alors, les tableaux, les peintres de Chevalet, ce sont des tableaux immenses quand même, de Paul Jamin. Alors, bon, évidemment, celui de droite est politiquement très incorrect actuellement, bien sûr, sauf que finalement, à y regarder de près, excusez-moi, hein, mais à regarder de près, le plus loin de la réalité réelle, de la réalité scientifique, le plus près, le plus loin, c'est celui de gauche, parce que ça n'a jamais existé. Là, les hommes, c'est l'histoire de la guerre du feu, etc., d'une humanité écrasée par les conditions environnementales. C'est pas vrai. Parce que s'il avait, chez nous, ici, s'il avait fait très mauvais, si c'était invivable, si c'était absolument un âge de glace terrible, mais les gens seraient partis en Espagne ou plus loin. Ils l'ont fait, c'était peuplé à ce moment-là. Non, ils trouvaient dans nos régions, dans le Midi de la France, dans les fonds de vallées, le vallée de la Dordogne, les vallées de l'Ariège, les vallées de la Garonne, etc., des microclimats propices au développement de la vie, où la flore était existante selon des conditions malgré tout assez froides, mais où la faune était présente et à disponibilité. C'est ce qui explique les peuplements, encore une fois, dans nos régions, ici, ailleurs, tout au long. Hein. C'est la plus fausse des deux images. Scientifiquement, même si ça vous choque, c'est celle de gauche. Hein. Celle-là, ça ne traduit pas la réalité. Le reste, malheureusement, Paul Jamin, en 1888, bon, le rapt d'une femme, la maltraitance, etc. Ben, écoutez la radio ou la télévision, vous en avez plein encore. Bon, mais voilà l'image que l'on se fait des préhistoriques à l'époque. Hein. C'est important. Hein. Regardez les dates, encore une fois. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, alors, toujours là, du primitif et sauvage. Alors, j'ai mis sur cette image ici, c'est une statue qui a été réalisée, c'est une sculpture qui a été réalisée par Paul Richer, et intitulée Le premier artiste, et qui se trouve, qui sculpte ici, mais qui est satisfait de sa création. Il a une satisfaction immédiate, disait-on à l'époque. Hein, nous avons laissé en suspens le point d'interrogation et le déni, je ne l'ai pas oublié. Bon, donc nous allons y revenir. Et à côté, nous avons ici deux sculptures magnifiques, enfin magnifiques, tout à fait étonnantes d'Emmanuel Frémier. Ici, un gorille enlevant une femme, on y revient, hein, bon, ça, qui brandit ici une sorte de biface, ou que sais-je encore, mais c'est un gorille, nous avons la femme, c'est King Kong, hein, bon, etc. Mais enfin, à l'époque, ce n'était pas le contenu de King Kong, hein, parce que King Kong, d'une certaine façon, il est sympathique. Et j'ai mis à côté une sculpture du même Emmanuel Frémier avec l'archange du Mont Saint-Michel, hein, qui trône tout à fait en haut, qui est davantage proche des symbolistes, hein, des peintres symbolistes dans la veine de... bon, ça m'échappe, mais enfin, de Puvis de Chavannes, par exemple, bon, enfin, peu importe, je savais regarder, mais ça va me revenir tout à l'heure. On pourra y revenir si vous voulez. Peu importe, nous sommes à la limite du hors-sujet, donc on peut passer sans problème.
Primitif et sauvage, nous sommes là toujours, hein. Regardez les dates, on crée des zoos humains, hein. Jardin d'acclimatation, jardin zoologique d'acclimatation Somalie, jardin d'acclimatation les Ashantis. Les Ashantis, c'est une population du golfe de Guinée. Et avec au milieu, je l'ai mis en rappel, le partage de l'Afrique par Bismarck auprès de toutes les puissances européennes qui sont alors des puissances coloniales, tout à fait particuliers. En même temps, si on prend un personnage comme Jules Ferry, qui est le chantre de la laïcité, il faut s'en réjouir, mais en même temps, Jules Ferry, on l'appelle Ferry-Tonkin. Le Tonkin, c'est une province de l'Indochine à l'époque, du Vietnam maintenant, Laos, etc. Hein, vous voyez cette schizophrénie, d'une certaine façon, que l'on retrouve dans les statues de Frémier, avec le gorille et en même temps avec l'archange Saint-Michel. Bon, enfin, c'est tout à fait... On pénètre dans le 19e siècle. Alors, la théorie de l'art pour l'art, hein, j'ai repris le premier artiste de Richer. La théorie de l'art pour l'art, j'y reprends le point d'interrogation, c'est-à-dire une satisfaction. D'où vient-elle? D'où vient cette théorie? Je me suis posé la question. Parce qu'on l'admet, hein, dans l'enseignement, moi j'ai enseigné pendant 30 ans la préhistoire, mais je ne me suis jamais posé la question de savoir, mais pourquoi ce déni? Comment est-on arrivé à rejeter Altamira? Comment on a pu être aveuglé à ce point? Ben, la réponse, elle se trouve là. Alors, attention, hein, c'est la faute à Rousseau. Hein. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, dans le nez, dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau qui publie, et je ne ramène pas tout Rousseau et tout le discours sur l'inégalité, paru en 1755, à ces quelques lignes. Bien sûr, c'est autre chose, hein. Prenez le temps de le lire, vous l'avez, c'est gratuit à la BNF Gallica, vous avez ça, mais au détour d'un paragraphe, il écrit « À l'état de nature, l'homme avait une vie essentiellement animale. » Plaf. La rude existence des forêts avait fait de lui un être robuste, agile, au sens exercé, peu sujet aux maladies, dont la plupart naissent de la vie civilisée. Bon, là, c'est du Rousseau pur sucre. Son activité intellectuelle était à peu près nulle. Voilà. Bon, mais nous y sommes. L'homme qui médite est un animal dépravé. Ainsi disposé, il était heureux. Ses seules passions étant naturelles et aisées à satisfaire. Mais nous y sommes. Nous sommes là dans, disons, la théorie de l'art pour l'art. C'est-à-dire qu'on est devant une réalité. On a les objets mobiliers indubitablement artistiques, indubitablement des œuvres, de véritables œuvres d'art. Alors, bon, comme on dénie au personnage, au créateur, toute capacité intellectuelle, toute capacité créatrice en art, et c'est pour ça qu'on rejette Altamira, ben à ce moment-là, on dit, bon, ben, hop, il fait ça pour se faire plaisir, puis après il le jette, et c'est fini. Hein, c'est une satisfaction immédiate qu'il a, et bon, la source se situe dans Rousseau, encore une fois, hein, ne m'accusez pas, mais Rousseau l'a écrit, je pense que c'est là. Alors les inventeurs de la préhistoire, je vais passer assez vite, hein, parce que le temps tourne, je ne sais pas si je suis loin ou pas. Les inventeurs, on va voir, on verra, il y a une courbe, puis il y en a une autre tout à l'heure. Alors les inventeurs, bon, je ne peux pas ne pas citer Joannet, qui fouille Combegrenal. Alors s'il y a des préhistoriens parmi vous, Combegrenal 1812, 1815, Badegoul, le Pêche de Laz, des sites fabuleux qui ont été repris par François Borde, qui nous donnent les stratigraphies du paléolithique moyen et supérieur. Ce sont des sites fabuleux, bon, dès 1812, par François Joannet. Dans l'Aude, moi je suis audois de naissance, les inventaires de la préhistoire passent par Paul Tournal, qui est pharmacien, fils de naturaliste, mais pharmacien en Narbonne, qui va fouiller dans les cavernes de Bise, qui sont sur les contreforts de la Montagne Noire, et qui apporte la preuve de la contemporanéité de l'homme, par ses silex taillés, et des faunes disparues. Hein. C'est incontestable, et cela en 1827, et vous avez là-haut, au milieu, là, au-dessus de Paul Tournal. Il faut signaler que je le connais moins, Jules Christol, qui est plus paléontologue, mais enfin qui travaille également dans la région de Montpellier. Vous voyez, c'est quand même très méridional. Mais enfin, il n'y a pas que des méridionaux. Mais les premiers sont quand même très méridionaux. Il y a également, mais lui, il n'est pas méridional, puisqu'il est sur les terrasses de la Somme, qui est inspecteur des douanes et qui consacre sa mission de surveillance disons, des trafics de marchandises avec, que sais-je,
la Belgique n'existait pas, mais enfin bon, enfin pas comme ça, avec l'Angleterre, etc. Et il en profite pour regarder les terrasses de la Somme, qui sont des dépôts qu'on qualifie d'antédiluviens, dont il écrit un article là-dessus, et à l'intérieur desquels il trouve des bifaces, manifestement, produits de l'activité humaine de manière tout à fait réelle. Donc, Boucher de Perthes, c'est vraiment... on le connaît, quoi. C'est vraiment le personnage, quand on parle des inventeurs de la préhistoire, il est au premier rang. Et ce n'est pas un premier rang chronologique, mais au point de vue végétarien, en quelque sorte. Parmi ces inventaires, Gabriel de Mortillier, qui ressort de sa boîte, qui est le secrétaire d'Édouard Lartet pendant un temps, puis il disparaît. On voit cette photographie tout à fait symbolique, représentative de Gabriel de Mortillier. Regardez avec le marteau, prêt à en découdre, à taper là-dessus. Et il est ingénieur des arts et métiers, je crois, géologue de formation également. Révolutionnaire, anticlérical, j'en ai parlé tout à l'heure. Révolutionnaire, il participe aux journées de 1848, les révolutions, et il est pourchassé d'abord par la police de la République, puis ensuite qui devient évidemment la police de l'Empire. Il fuit d'abord en Suisse, puis en Italie, où il travaille dans le domaine de l'archéologie, à classer, à travailler dans les musées, etc. Et il rentre à nouveau en France, je passe assez vite, au cours de la période de l'Empire libéral, vous savez, après 1860 ou les années 62, comme ça, sous le Premier ministre, c'est Émile Ollivier, qui est beaucoup plus libéral, et à ce moment-là, il rentre, et fort de son expérience et de sa connaissance du musée des Antiquités nationales, il travaille à Saint-Germain-en-Laye également, où il est nommé directeur au conservateur, je ne sais pas quel est son titre exact, mais voilà, il fait un catalogue, bon, voilà Gabriel de Mortillier dans la place. Et c'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, qu'il va influencer Cartaillac, des conseils qui, à l'époque, ont été plus judicieux. Méfiez-vous, bon, mais c'est là, ça part de là. Bon, Gabriel de Mortillier, bon, il faut en parler rapidement à la Société géologique de France, et dans ses cours, il travaille, il enseigne également, et il dresse la classification de la préhistoire d'Europe occidentale. Alors, je vais le détailler, bien évidemment, nous sommes à Aurignac, je vais le détailler, et le malheur de Mortillier, c'est pour l'Aurignacien ici, qui passe après le moustérien, ce qui est normal, le solutérien et le magdalénien. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la proximité Massat, la Madeleine, magdalénien et Aurignac, dans le sens des fouilles de l'Arté. Mais l'Aurignacien, là, pourquoi? Est-ce qu'il est fou? Non. Est-ce qu'il est fou? Si on regarde un peu plus en détail, alors j'ai cherché des exemples pour comprendre cette construction. N'oublions pas qu'il est dans le sens il est imprégné de philosophie positiviste, en quelque sorte, c'est-à-dire qui prend en quelque sorte le progrès continu de la conscience au même rythme que le progrès des techniques. Alors l'évolution, il fait passer des bifaces, par exemple, avec ces retouches plates, ces retouches couvrantes, aux feuilles de laurier solutériennes, ce qui est une erreur, bien évidemment. Mais enfin, je dis parfois, on me dit, mais pourquoi le moustérien et le solutérien? Tout simplement parce que ces deux types d'objets portent des retouches plates, couvrantes, et on peut estimer qu'il y a eu un progrès dans la forme, sinon dans la technique, mais au moins dans la forme, il y a eu un progrès. Tandis que dans l'Aurignacien, et on peut bien sûr le voir ici, dans l'Aurignacien, vous avez un débitage beaucoup plus régulier, y compris incluant des supports lamellaires, et un outillage qui est parfois associé, y compris d'ailleurs ici à Aurignac, aux premiers vestiges en os, que l'on retrouve en os travaillé. Il n'y a pas beaucoup d'art à l'époque, j'ai recherché, il n'y a pas beaucoup d'art à l'époque. Nous savons bien sûr qu'il y en a réellement dans l'Aurignacien, ne serait-ce qu'à Chauvet, évidemment. Et il voit dans l'Aurignacien les prémices, les premiers temps du magdalénien.
Hein. Et voilà pourquoi cette inversion. Bon, donc l'inversion, c'est comme ça. L'aura de Mortillet, moi je l'aime beaucoup, Mortillet, mais tout à fait sympathique, peu importe, vous allez me dire. Mais enfin, il a souffert également du maintien de cette théorie par son fils Adrien, qui le secondait et qui a maintenu contre l'évidence de la stratigraphie du Ruth, par exemple, où on a nettement du moustérien, de l'orignacien, et puis ensuite du solutréen, hein, c'est indubitable. Y compris d'ailleurs à Solutré. À Solutré, le niveau du fond, j'en parlerai dans un instant avec les travaux d'Arcelin, il y a de l'orignacien et du solutréen. Solutré, bon, voilà. Donc, c'était une petite parenthèse. Bon, voilà les inventaires de la préhistoire. Nous avons vu l'arc qui part d'en bas à gauche, et nous allons voir maintenant plus rapidement, il est moins fourni, l'arc qui se développe à droite et qui conduit à l'abbé Breuil. Ce sont d'abord les deux directeurs des instituts catholiques de Paris, Maurice Dulst, et de l'Institut catholique de Toulouse, François Duy de Saint-Projet, c'est un bon nom, et qui sentent que là, l'Église est en train de perdre le terrain, et ces hommes d'Église favorisent des publications, des recherches dans le sens de la nouveauté, de l'évolution, etc. Et c'est d'une certaine façon, il pousse le jeune Henri Breuil, qui a des dispositions dans ce sens, qui a fait des stages à Saint-Savin, qui a fait des relevés avec les moines de Saint-Savin, qui étant du côté de la Charente ou de la Vendée, je ne sais plus exactement dans quel département, mais enfin ce sont des fresques romanes. Hein. Et donc il s'inspirera des techniques des moines de Saint-Savin pour réaliser ces relevés fabuleux qu'il nous a livrés, qui sont encore des modèles. Il y en a d'autres, j'ai parlé d'Adrien de Darcelin à Solutré, qui est très catholique, mais enfin qui admet l'évolution telle que nous l'apercevons désormais. En même temps, et là nous nous rapprochons de la fin, 1878, Léopold Chiron qui fouille dans la grotte Chabot, c'est un niveau solutréen, hein, bon, peu importe, qui recouvre en partie les gravures que nous avons en haut à droite, qui l'interprète mal d'ailleurs. Il interprète ça comme des ailes d'oiseaux, etc. En réalité, si on essaie de faire ça, en réalité ce sont des mammouths qui sont imbriqués les uns dans les autres. Hein, bon. C'est anté-solutréen. Bien. Alors donc, vous voyez, j'ai mis le charme discret de l'archéologie, c'est-à-dire que ce sont des érudits locaux, mais dont l'œuvre n'est pas connue ailleurs. Hein. Ce sont des travaux très ponctuels. Très intéressant, parce que lui, il le reconnaît, François Dallot, qui fouille la grotte de Pernampère, en Gironde, qui est une grotte boyau, et dont le remplissage, je l'ai marqué ici, là, ici, le remplissage vient jusqu'ici. Hein. En rouge, vous avez le niveau du remplissage. Et ce remplissage archéologique, il y a du gravétien, il y a du solutréen également, recouvre la base des gravures qui marquent la paroi. Alors, ces gravures, j'en ai mis en bas, c'est le même, hein, c'est ce cheval à tête retournée. On s'aperçoit que dans ces carnets, vous les avez là en bas, en haut à droite, et vous avez le relevé de ce cheval Anagnux Dei, dit Anagnux Dei, dans la mesure où il tourne la tête vers l'arrière, et il marque dans son carnet, vous ne le voyez pas ici, je l'ai souligné en rouge, j'ai remarqué ces dessins pour la première fois le 29 décembre 1883, au moment où Cartaillac disait rien, Altamira, pas de commentaire, et circuler, il n'y a rien à voir en quelque sorte. Alors, les découvertes se multiplient. À proximité, ici, en Haute-Garonne, de la grotte de Marsoulas par Félix Regnault, qui remarque les dessins, évidemment, et j'ai reproduit ici un relevé en infographie, mais évidemment, il est fixe, d'un relevé de la grotte de Marsoulas, avec des bisons ponctués, des choses que vous connaissez bien, évidemment, mais à ce moment-là, Félix Regnault, dans les années 1897, vous voyez, le siècle tire à sa fin. La même chose pour Émile Rivière à La Moute qui est une caverne
de la Vézère. C'est une caverne c'est une grotte qui est fermée par un talus magdalénien. Et une fois qu'ils ont enlevé le talus magdalénien pour faire, je ne sais pas quoi, un appentis, un garage, je ne sais plus, ils rentrent dans la grotte qui était obstruée, hein, et ils remarquent évidemment la couche archéologique. On envoie un lambeau là-bas et ils remarquent les gravures sur la paroi. 1095, hein, vous voyez, les découvertes s'accumulent, puis ça va s'accélérer. Fond de Gaume, hein, les mentalités évoluent. À ce moment-là, Cartaillac, Denis Perroni et Breuil entrent à Fond de Gaume, d'abord à Combarel, puis à Fond de Gaume, je crois, ou je ne sais plus, j'inverse maintenant peut-être, où ils admettent évidemment ces découvertes qui datent de, je ne l'ai pas mis, mais j'ai eu tort, 1901. 1901, à partir de ce moment-là, évidemment, le déni n'est plus possible, et à ce moment-là, on revient à 1902, à notre point de départ, la grotte Altamira, Espagne, mea culpa, d'un sceptique. Hein. Là, à partir de ce moment-là, la position n'est plus tenable, et il reconnaît son erreur. Alors Paul Jamin, le peintre officiel, en quelque sorte, change évidemment son pinceau de main. Les femmes sont toujours aussi nues, allez savoir pourquoi, mais enfin bon, c'est comme ça. Bon, mais enfin, l'ambiance a changé quand même. L'ambiance a changé, on voit le peintre là, qui officie, c'est un homme, bon, tout ça splendeur, etc. Et ce sont les bisons de Fond de Gaume, hein, qui représentent, il les a visités, il les a vus, dit 1903. Ah, il a eu vite fait quand même de dégainer. Hein. Il a eu vite fait de dégainer. Bon, voilà, Altamira, puisque nous avons commencé par là, Altamira, voilà un peu l'allure d'Altamira. Il faut voir ces bisons qui sont peints sur des bosses. Et lorsque, bon là je n'ai pas mis la photo, mais enfin on voit les photos de l'époque, on s'aperçoit que les gens avaient la tête entre les bosses. C'est-à-dire que les gens parcouraient la grotte d'Altamira, la zone du grand plafond, parce qu'ensuite il y a ce qu'ils appellent la Col del Cavallo, qui continue, bon, qui est intéressante par ailleurs. Mais les gens, disons, marchaient à l'intérieur du troupeau de bisons et une biche. Il n'y a pas que des bisons que l'on voit, bon... Bon, voilà, que dire. Alors, Breuil et Cartaillac et Breuil s'en vont à Altamira. C'est Breuil qui se tape les relevés, évidemment. On le voit sortir d'Altamira, là, avec la soutane constellée de taches de cire. Hein. Il fixait une bougie sur le chapeau, je ne sais pas lequel, et il dessinait avec ça. Bon, alors, vous avez je n'ai pas résisté à vous mettre quelques relevés de Breuil. Bon, on pourrait parler pendant longtemps longuement de ces constructions, hein, avec cette biche qui intègre un bison, etc., une image dans l'image. C'est un peu comme si vous voulez une fonction mathématique où vous avez des parenthèses, etc. Bon, et qui montre la richesse de la réflexion. Bon, Cartaillac. Vous voyez, Cartaillac a peu de temps avant sa mort. Ce n'est pas du tout le portrait de sa fille, mais enfin, il y a le portrait que vous avez vu initialement, c'est le portrait d'une fille aimante, bien sûr, qui voit son père encore dans sa tête, hein, bien évidemment. Alors je pose la question, existe-t-il d'autres exemples de déni sur le modèle d'Altamira? Alors, essayons de voir. Rouffignac, 1956. Romain Robert et Louis-René Nougier pénètrent dans la grotte de Rouffignac, moi je l'ai entendu raconter par Nougier, évidemment, et proclament leur invention, leur découverte, à savoir une nouvelle grotte ornée, etc. Et il y a tout de suite une cabale qui se monte en disant non, c'est pas possible, on est rentré là-dedans, on ne les a jamais vus, c'est pas possible. Et il faut toute l'autorité de Breuil, que l'on voit en haut à droite, pour authentifier. Il se souvient certainement, en 1956, il est déjà vieillissant, il meurt en 1961, Breuil se souvient certainement de la controverse d'Altamira, donc il a été témoin d'une certaine façon, donc il a eu l'écho, et il met tout son poids dans la balance, et à ce moment-là, mais, vous voyez, il y a tout de suite, beaucoup plus fort, et beaucoup plus près de nous, la grotte Chauvet, où il y a actuellement, là c'est une vue que m'a donnée Carole Fritz, c'est une vue avec quelques dates C14, mais il y en a plus de 200 actuellement, 200 ou 230, qui nous montrent la rafale de dates C14 à l'Aurignacien en jaune et également au Gravettien, la ligne au-dessus, et ensuite la fermeture de la cavité. Malgré cela, il existe des préhistoriens qui ont sévi dans la région, qui sévissent encore de temps en temps. À propos, si vous avez lu Archéologia, un des derniers Archéologia pour les grottes, pour l'île de Pâques,
Il dit n'importe quoi. C'est le même qui dit non, c'est faux. C'est magdalénien, c'est pas possible. C'est pas possible si on s'en tient à la classification positiviste de Leroy-Gourhan d'admettre que Chauvet, l'avait en bas à gauche, n'a pas le même âge que le cheval sensiblement identique de la grotte des Caïns qui est daté du magdalénien. C'est contemporain, c'est magdalénien, c'est pas possible, c'est pas aurignacien. Pas possible, et encore il tient ferme la position. Bon, les gens ils disent, bon, laissons le débat de côté. C'est un art aurignacien, le problème, c'est quoi? C'est que le positivisme en art n'existe pas. Il n'y a pas de progrès dans l'art. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons Homo sapiens, l'homme est capable de créer, à l'exemple, avec d'autres mentalités, avec d'autres images dans la tête, mais il est capable de créer de l'art en fonction de ses besoins artistiques. Comme nous serions capables, nous, de créer de l'art, pour autant que nous soyons dans un même contexte aurignacien, enfin, début du politique supérieur. Il n'y a pas de progrès dans l'art. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Et la grande leçon de Chauvet, c'est celle-là. Il n'y a pas de progrès. Moi, je me souviens, en 94-95, Chauvet a été découvert en 1994, près de Noël 94. Et en 1995, moi, j'assurais le cours à Toulouse, à l'université. Et dans l'intervalle, je me souviens, c'était à Nyon, il y avait Claude qui est arrivé, je ne sais pas si c'était un congrès quelconque, qui a dit, vous connaissez les dates de Chauvet? Non, alors bon, entre 35 et 40 000. Bloum. Alors, tout l'édifice qui était enseigné, que j'enseignais jusqu'à cette date-là, s'écroulait. Leroy-Gourhan, c'était bien, on le critiquait à droite, à gauche, surtout à Toulouse, bon, enfin, peu importe. Mais on admettait la chronologie, style 1, style 2, style 3, style 4A, style 4B, etc. On admettait ça sans problème, c'est-à-dire une ligne ascendante, ce sont des mots de Leroy-Gourhan, la ligne ascendante de l'humanité. C'est le positivisme. Mais avec Chauvet, badaboum, tout ça s'écroule. C'est fini, bien sûr. C'est fini, on n'en parle plus. Bon, voilà. Voilà, je m'arrête là en vous montrant un buste de Cartaillac et je termine par une pensée de Nietzsche qui dit « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Harley. Je me suis demandé quelles étaient les relations entre les archéologues espagnols et les archéologues français. Pourquoi il n'était pas allé lui-même? Et s'il n'y était pas allé lui-même, c'est que est-ce qu'il travaillait de manière totalement séparée? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà un peu d'européen ou pas du tout? Oui, précisément, je ne répondrai pas à votre question parce que j'ignore la réponse et la proximité. Ils étaient assez proches néanmoins. Pourquoi Cartaillac n'y est pas allé? Je suppose que parce que sa prise de position, ou plutôt la prise de position de Mortillier, devait le gêner quand même, aux entournures. Il est sceptique, il le dit, il ne sait pas. Il ne sait pas, il hésite. Bon, et dans cette veine-là, j'ai eu des remarques, je vous l'ai dit, je ne sais pas, d'auteurs espagnols qui notent que finalement le mérite vient à Sotola. Nous Français, on parle de Cartaillac, mais on dit, ah mais attendez, bon, il faut parler de Sotola. Bien sûr que Sotola, je l'ai dit, j'ai souligné la qualité de ses relevés, la qualité extraordinaire pour l'époque. Et certains ont attendu bien longtemps avant d'avoir des relevés de cette qualité, de cette précision, de cette hauteur de vue, etc. Bon, alors, je ne sais pas. Les Espagnols, il y a une petite confrérie qui se monte, si mes souvenirs sont exacts, pour le défendre. Mais ils sont très marginaux. Ils n'ont pas le point, ils ne sont pas organisés certainement, comme le sont les préhistoriens autour de Cartaillac, d'ailleurs. C'est le passeur de savoir. Cartaillac, il n'a que ça à faire, quoi. Il fait le secrétaire, il joue les faire-valoir, en quelque sorte. Bon, je sais quoi dire de plus. Je sais quoi dire de plus. Il avait un rôle quand même particulier ou de fédérateur. Oui, c'est ça. Quand on regarde ici l'époque, moi je suis de Marsoulas, oui. Je connais un peu le problème. Oui. En fait, je suis pas spécialiste. Non, mais quand bon. on voit que Cartaillac, il arrivait chaque fois que Regnault, Paul Urbain, oui. l'appelait. Oui. Il était quelque part à la constellation. C'est ça, c'était exactement ça. Voilà. Vous l'avez bien décrit.
Vous l'avez bien décrit, je crois que c'est ça. Il est Thomas d'Asile, il y a des photos, on le voit. Je ne l'ai pas mise là, mais bon, on le voit déambuler à côté de Piette. Bon. Voilà, mais il laissait passer souvent, enfin, ce que j'ai bien retenu aussi qui est intéressant, c'est la position de l'Église. Là, on peut en parler. Voilà, C'est très intéressant cette partie-là, oui. etc. Parce qu'après, c'est sûr que les curés, on les retrouvait partout. Eh oui. Le moindre groupe qui est de la région... Bien sûr, mais un peu après, vers la fin, quoi. Oui, ils sont là. Ils se retournaient autour de Cartillac. Et Cartillac aussi, il était plus que positiviste, il était positif. Parce que quand il a réussi à faire redécouvrir Marsoulas, première grotte des Pyrénées, il l'a acheté. Oui, je sais. Elle a appartenu à l'université de Toulouse. Non, il l'a acheté, lui. Oui, non, mais il l'a donné ensuite. Bien sûr, il n'avait pas de descendance. Il l'a donné à l'université, à la faculté des lettres. Mais se dire quand même qu'il a quand même été propriétaire. Et ensuite, ça a été... Après, moi, je le comprends parce qu'il a quand même fondé le musée Saint-Raymond aussi. Oui. Il avait besoin d'y porter quelques matériels. Oui. Non, mais c'est un homme estimable. Hein. Il est bon et il est passeur, quoi. Il est passeur, mais il est sur le terrain également. Mais enfin, il est un passeur de connaissances, il facilite, il publie, il est propriétaire des matériaux. Bon, c'est un bon homme. Il se met en position centrale, en quelque sorte. Et il est incontournable, quoi. Ça peut répondre également à la question de madame, bon, savoir pourquoi les Espagnols, il n'y a pas là cette structuration, il n'y a pas le rôle de Toulouse. Et le rôle de Paris également du muséum. Hein. Je parlais d'Armand de Quatrefages, mais vous avez ensuite Capitan, vous avez le Muséum d'histoire naturelle de Paris, etc. L'école d'anthropologie est très puissante, hein, et ça fonctionne bien. Mais le midi de la France est tout à fait en pointe. Et l'Angleterre aussi, j'ai pas le temps d'en parler, mais parce que sinon... Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, vous avez raison, bien sûr. Oui. Concernant l'Altamira, bon là, vous voyez, j'ai parlé 1h30 et je sens que, bon, certains me font les gros yeux, alors. Donc, bon, je l'ignore en plus, hein, honnêtement, sincèrement. Et moi, je vous dis, je travaille au Sahara, hein, alors je connais mieux le Sahara presque que... J'ai travaillé dans les Pyrénées aussi, quand même. Je travaille toujours dans les Pyrénées. Mais bon, l'école allemande, j'avoue que, pour l'instant, je ne la connais pas trop. Bien on va comment... Ben, si vous m'invitez, oui, avec plaisir. Mais là, il me faut plus d'1 heure. Oui, du Hogar. Ben, écoutez, la publication va paraître dans quelques mois. Je ne sais pas exactement, hein, dans quelques mois, et donc après je viendrai. Voilà. Eh bien oui, ce sera effectivement donc le mot de la fin, une invitation à venir au musée de l'Aurignacien à l'appui de cette publication qui sera donc accessible dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Et ce qui permettra de réinviter ce conférencier, Michel Barbaza, de vous faire découvrir ces paysages du Sahara et potentiellement après de suivre une séance de dédicace en même temps. C'est d'ailleurs effectivement aussi, on me dit dans l'oreille, on me le souffle, vous trouverez effectivement ce livre donc, qui a le mea culpa d'un sceptique qui est derrière vous et notamment aussi qui peut faire l'objet d'une séance de dédicace avec notre intervenant de ce soir.